Bonjour, donc je me présente déjà, je suis Marianne Cousin, sophrologue depuis déjà plusieurs années et je vais vous accompagner au cours de ces 6 vidéos à mieux gérer votre stress et à pouvoir replacer votre énergie là où vous serez efficace. Déjà, vous définir le stress. On dit souvent de lui que c'est le mot de notre époque, tout le monde l'emploie. J'ai même des enfants de 7-8 ans qui emploient ce terme et qui disent en souffrir. Et ça, ce n'était pas le cas du tout avant. Il est partout, ce stress. Il est presque devenu inévitable dans notre société actuelle. D'un côté, nous le recherchons comme moteur de nos performances. Grâce à lui, nous nous dépassons. Mais de l'autre, nous en avons peur, car il peut nous faire perdre nos moyens. Et surtout, on le sait à présent, il est la source de beaucoup de nos maladies. Alors, je veux au travers de ces vidéos vous partager différents outils, dont ceux proposés par la sophrologie. Ils sont d'une grande efficacité, testés et prouvés, naturels et très simples à mettre en place, à tout moment et pour certains en toute discrétion. Vous apprendrez ainsi à vous en protéger de ce stress, à l'apprivoiser et à l'utiliser quand il est nécessaire. Donc je vais déjà commencer par vous définir le stress, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et pourquoi il peut nous faire perdre le contrôle. Il est important déjà de clarifier pourquoi nous passons à un état d'action-réaction immédiat face à certains événements. Le stress en fait est un instinct primitif. Il a permis notre survie. En effet, le cerveau, face à une menace liée à la survie, va envoyer des hormones qui vont nous permettre de passer à la réaction, la fuite, l'attaque et parfois même la paralysie, comme avec l'impression de disparaître. Or aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à notre survie et à la perception d'une menace à notre ego. Il déclenche alors exactement la même réaction. Et c'est ce phénomène que je vous propose de vous expliquer en détail. En effet, je pense qu'en comprenant le pourquoi, il est plus facile de mettre en place le comment. Alors pourquoi déclenchons-nous le cerveau reptilien? Et comment l'apprivoiser quand il n'est pas nécessaire? Il y a des millions d'années, le danger pour l'homme était omniprésent. Quand il marchait dans la plaine, il devait être vigilant, porter son attention sur le danger, le prédateur qui pouvait surgir et le dévorer. Ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi la plupart d'entre nous continuons à voir le négatif plutôt que le positif, à retenir un reproche plutôt qu'un compliment. De même, si l'homme était rejeté par sa tribu, il était certain de mourir. D'où aujourd'hui l'émotion souvent insupportable d'avoir peur d'être mis à l'écart, dans un groupe d'amis ou au sein d'une équipe de travail. Et avant même que ce soit le cas, on s'en inquiète, on y pense, on le redoute et on se fait ainsi beaucoup de mal. C'est ce qu'on appelle les fameuses ruminations, les suppositions incessantes qui ne nous permettent pas de placer alors notre énergie là où nous en avons besoin et surtout là où nous avons la main. Nous verrons donc aussi comment mieux gérer plus tard les pensées inutiles et douloureuses. Ça fera l'objet de la 3e vidéo. Aujourd'hui, nous ne sommes plus soumis à des dangers extérieurs, plus de prédateurs prêts à nous dévorer. Mais si en fonction de chacun, l'individu considère que telle situation est un danger, ce danger est donc maintenant intérieur et non plus extérieur, alors nous continuons à déclencher ce cerveau primaire, ce reptilien, dans des situations qui pourtant ne sont pas des situations de vie ou de mort. Et nous informons alors notre corps, et notamment notre cœur, qu'il va falloir être prêt à passer à la fuite, à l'attaque, ou encore à la paralysie. Par exemple, je suis en train de parler, je vois que mon interlocuteur, on va dire par exemple mon patron, fronce les sourcils, et je commence à être déstabilisée. Pourtant, en quoi ce froncement de sourcils est-il un danger de mort pour moi? On voit bien ici que le cerveau ne distingue pas la menace de ma survie à celle de mon ego, c'est-à-dire de ce qu'on va penser de moi. Que se passe-t-il physiquement alors dans le corps? Comme nous l'avons vu, une situation va déclencher un stress qui va activer le mode survie. Or, cette information passe par le nerf vague. Ce nerf vague, c'est le chef d'orchestre de notre système nerveux autonome. En fonction de nos pensées, il va alors décider d'activer le système nerveux adapté, soit le sympathique, qui est l'attaque, la fuite ou le repli, donc pas si sympathique, ou bien au contraire, le système ventral du nerf vague, qui lui est le parasympathique, et qui va alors nous apporter le calme, la sécurité, et nous permettre de garder la maîtrise, le contrôle, et surtout d'avoir la réponse adaptée à la situation. Prenons le cas de l'activation du stress,
qui est donc l'activation du système nerveux sympathique. Le cerveau envoie à notre cœur cette information de danger. Notre cœur passe alors en mode attaque. Il se met notamment à battre plus vite. Et nos autres fonctions sont abaissées. Une sorte de mise en veille pour permettre à notre énergie de se concentrer pour notre survie. Mais nous perdons alors le contrôle. Cela peut provoquer plusieurs symptômes. Une respiration saccadée, une boule dans le ventre, le cœur qui s'emballe. En fait, tous nos organes sont alors mal oxygénés. Ainsi, nous allons non seulement ne pas avoir la réponse adaptée, mais le stress envoie à ce moment-là des substances chimiques nocives à notre organisme. Ces substances que nous n'allons pas éliminer, puisqu'en réalité, nous n'allons ni fuir, ni attaquer l'ennemi, le danger extérieur. En effet, aujourd'hui, on sait, il a été démontré que nos inflammations d'aujourd'hui sont la cause de nos stress d'hier et que nos stress d'aujourd'hui produiront les inflammations de demain. Alors j'aimerais maintenant vous expliquer et comprendre ce qui se passe au niveau de notre cerveau face à un agent stressant extérieur, un froncement de sourcils ou un prédateur il y a des millions d'années. Nous sommes en fait constitués de 3 cerveaux. Le cerveau limbique qui contient toutes nos mémoires, nos expériences positives et négatives de notre vie, des expériences que l'on a en mémoire conscientes, mais aussi inconscientes, pour celles qui ont été enregistrées dès notre période prénatale. Et voici ce qu'une émotion déclenche par un événement ou le réveil d'une mémoire négative. Pour vous l'illustrer, je vais prendre ma main. Imaginez, c'est votre cerveau. Ici, il y a donc le cerveau primaire. Là, vous avez le cerveau limbique, nos mémoires, et ici le rationnel, celui qui réfléchit, qui prend de la distance, qui analyse. On va dire que les pouces, ce sont nos émotions. Quand vous êtes centré, concentré, que vous réalisez une tâche qui vous plaît ou dans laquelle vous êtes performant, vos 3 cerveaux sont connectés. Les émotions sont tranquilles et là, vous portez toute votre attention à votre tâche. On dit que vous êtes créateur de valeur. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose dans votre cadre, soit une pensée qui arrive, soit quelqu'un qui rentre dans la pièce, quelqu'un qui va vous rappeler quelque chose qui s'est mal passé, ou parfois ça peut vraiment être inconscient. Quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à une personne qui nous a fait souffrir ou qui nous a fait du mal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'émotion commence à monter. Et puis si on n'y prête pas garde, eh bien on laisse l'émotion monter, 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 et à un moment donné, on dit qu'on est déconnecté. Vous voyez, c'est tout à fait le cas lorsqu'on voit un enfant, par exemple, qui fait une colère parce qu'il n'a pas un jouet ou voilà, parce qu'il est frustré, ou même adulte. Quand on a dépassé un certain stade et qu'on est parti dans la colère, eh bien, on n'arrive plus à se reprendre. On sait qu'il va falloir du temps avant que la personne puisse à nouveau être connectée, où le dialogue sera possible. Vous voyez bien que dans ce cas-là, elle est tombée dans son reptilien, il n'y a plus rien qui compte. L'idée, évidemment, c'est de garder nos 3 cerveaux connectés. Et donc, l'importance de repérer que nous sommes décentrés pour pouvoir mettre en place un outil simple qui est la respiration en cohérence cardiaque. Cette respiration qui va nous permettre d'utiliser le bon et non le mauvais stress. Je vous propose, pour terminer ce tour d'horizon sur le stress, de revenir sur la définition de ce mot et pouvoir ainsi mieux distinguer à nouveau le bon et le mauvais stress. Au départ, le mot stress était utilisé pour désigner l'agent déclenchant, comme un bruit, un embouteillage, un comportement que nous subissions. Cet agent entraîne alors une réponse de la part de la personne, qui se manifeste par une action, une réaction de l'individu. Et c'est cette réponse qui a remplacé le premier sens. Et c'est devenu « je suis stressé par cette affaire ». Le stress aujourd'hui désigne la réaction de la personne face à une situation. Réaction qui sera différente en fonction de chacun et surtout de l'état émotionnel de la personne. D'où l'importance de faire un travail de fond en amont par la mise en pratique de plusieurs techniques. En fait, effectivement, si la réaction de l'individu est adaptée, alors on parle de bon stress. Les agents stressants peuvent même devenir source de plaisir. Ils sont alors recherchés en tant que tels. La sollicitation extérieure devient un moteur qui pousse l'individu à donner le meilleur de lui-même, dans un sentiment de bien-être et de maîtrise de l'action. Le mauvais stress, lui,
il provient d'une situation que l'individu ne parvient pas à gérer. Et ses capacités d'adaptation sont alors débordées, ses performances diminuées, au contraire de la situation précédente. Se manifestent alors des réponses physiques et psychologiques, que l'on nomme en langage courant ce mauvais stress, qui sera l'objet de cette série de vidéos. Je vais en effet vous aider à le reconnaître, à détecter les premiers signes de sa manifestation au niveau de votre corps, afin de le laisser vous traverser et non plus vous envahir, ce qui vous permettra de replacer rapidement votre énergie là où vous êtes créateur de valeur et éviter la déconnexion. Bien sûr, nous n'avons pas le pouvoir de changer les agents stressants, les bruits, les événements extérieurs, les attitudes de certaines personnes, les drames individuels ou collectifs. Et pourtant, vous remarquerez que nous passons notre temps à nous en plaindre, à vouloir que ce soit différent. Et c'est cette énergie passée à vouloir changer ce qui ne peut l'être qui épuise la personne. Il est donc nécessaire dans un premier temps de s'observer et de prendre conscience de nos pensées, de nos comportements, de nos paroles, afin de remettre notre énergie là où nous avons la main. C'est-à-dire non pas sur l'événement extérieur, mais sur le regard que nous allons décider de porter sur lui. C'est cette prise de conscience évidente, toute simple, qui va vous permettre de passer de l'action-réaction à la prise de recul et qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Il s'agit donc de voir, d'accepter et de transformer. Voir ses comportements, ses habitudes, la manière dont on se parle. Par exemple, je suis nul, ça va pas, c'est n'importe quoi, j'en ai marre. Et puis aussi accepter. Accepter ses comportements dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire se résigner, mais juste accepter d'être là où on en est aujourd'hui. Ne pas culpabiliser, mais au contraire d'en prendre la responsabilité. Et c'est parce qu'on en prend la responsabilité qu'on va pouvoir passer à l'action et à la transformation. La culpabilité, elle, ne pousse pas à l'action. Finalement, on culpabilise, on y repense et on recommence. Et on a exactement le même comportement la fois d'après. Donc transformer toujours culpabilité en responsabilité. Et puis le fameux « ça se transforme ». En fait, c'est même pas « je transforme », mais c'est « ça se transforme ». C'est automatique. Je vous propose dans une seconde vidéo de vous expliquer le premier outil, le plus important, le plus facile d'accès, notre respiration. Et bien sûr, comment l'utiliser en fonction des besoins du moment. Et je vous dis à tout de suite.